Bourgogne, le rendez-vous des grandes personnes. Joseph Sacheta de Frontenard. Joseph, c'est pour faire noble, que je dis ça. Joseph Sacheta, volailler. Vous nous venez de Bresse cet après-midi pour nous parler, parce que vous êtes bien placé pour le faire, de ce métier. Quel métier de volailler? Vous êtes salarié agricole sur l'exploitation familiale. Tombé dedans quand vous étiez petit. Et puis tout à l'heure, en début d'émission, j'ai tenté un bon mot, une transition, en disant que d'habitude c'était un peu culture à cette heure-là, qu'au dernièrement on a eu pas mal de comédiens, de metteurs en scène, et que là on était au rayon agriculture. Ça vous fait râler parce que derrière la volaille de Bresse, vous trouvez qu'il y a une culture? Exactement, on n'est pas seulement agri, mais on est bien agriculture. Oui. Et culture dans le sens propre du terme. Puisque la volaille de Bresse, c'est vraiment la culture locale, c'est la couleur locale de la Bresse, c'est son identité. Puisque si on regarde un petit peu dans l'histoire, les premières traces de la volaille de Bresse, ça date quand même du XIIe siècle. Puisque au XIIe siècle, il y a le grand maître des ducs de Bourgogne qui a été chargé de rassembler 600 poulardes pour les funérailles de Jacques Ier. Donc ça date quand même pas d'hier, le XIIe siècle. C'était pour le banquet d'après les funérailles, ou alors c'était pour accompagner le... Vous vous souvenez plus? J'ai pas été convié au banquet. D'accord. Je suis désolé. Et puis après, on a beaucoup de traces écrites au 15e, et puis plus récemment au au 18e, où là on a Brillat-Savarin qui a sorti une grande phrase sur la volaille de Bresse. Et comme vous disiez tout à l'heure, quand vous m'appeliez Joseph Sacheta de Frontenard pour faire noble, eh bien Brillat-Savarin a sorti quelque chose un petit peu similaire, mais pas avec mon nom malheureusement. Il a sorti que la volaille de Bresse était la reine des volailles et la volaille des rois. Et pour bien signifier que vraiment, on avait atteint en Bresse une qualité de produit qui était exceptionnelle, et qui d'ailleurs, à cette époque, était réservée pour les féodaux, la seigneurie, etc. Vous leur avez raconté ça aux Américains quand vous y êtes allé entre juillet 2004 et novembre 2004? Eh bien, figurez-vous que les Américains, pour certains d'entre eux, connaissaient la volaille de Bresse, et j'ai été très surpris. Ouais. J'ai été très surpris. Et certes, on n'en trouve pas là-bas, puisqu'actuellement il y a un embargo sur la viande, donc il est impossible d'expédier de la volaille sur le continent américain. Mais ils connaissaient la renommée de la volaille de Bresse, ce qui était assez surprenant quand je suis arrivé là-bas, vu que la volaille de Bresse, on représente 1 million d'animaux par an. Donc c'est vraiment tout petit. On fait moins d'1% de la production française de volaille, et on est connu dans le monde entier. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Impressionnant, là est le mot. Donc vous êtes resté 6 mois dans l'Indiana. C'était au terme de vos études, une sorte de stage, histoire de bien travailler l'anglais aussi. C'était important pour vous, ça? Voilà, exactement. Donc en fait, j'ai passé que 4 mois dans l'Indiana, et ces 4 mois, c'était pour mon stage d'installation, puisqu'on doit faire un stage avant de s'installer dans l'agriculture. Et le stage, en fait, on doit le faire à plus de 50 km de chez soi. Et moi, j'ai dit, quitte à partir à 50 km, on va en faire 5000. Largement. Oui. Largement même. Et puis je me suis retrouvé sur une petite exploitation là-bas où il y avait à peu près 150 chèvres, et avec transformation du lait sur place en fromage. Et c'était comme à la maison pour vous? À peu près, sauf que là-bas, les règles ne sont pas tout à fait les mêmes, et le fromage, par exemple, était fait à base de lait pasteurisé. Alors que à la maison, on travaille du lait cru. Donc j'ai découvert d'autres techniques, j'ai découvert d'autres types de fromages qui étaient un petit peu des copies conformes des fromages français, puisque ma patronne, à l'époque, là-bas, avait fait pas mal de petits stages, de petits voyages en France pour repérer ce qui était bon, ce qui était beau, puisque la France, faut pas oublier qu'on est le premier pays du fromage au monde. Et puis elle a ramené les petites recettes, et elle a fait la même chose, mais avec du lait pasteurisé chez elle. Et alors, lequel était le meilleur d'après vous? Lequel était le meilleur? C'est clair que là-bas, le goût était un petit peu moins prononcé que les fromages français, ça c'est clair. Mais j'ai eu la chance de tomber sur une exploitation qui avait remporté 5 premiers prix et un grand prix d'honneur au concours national des fromages de chèvre nord-américains, juste avant que j'arrive. Donc je suis arrivé en même temps que les journalistes qui sont venus filmer l'exploitation, etc. C'était très impressionnant d'arriver dans une exploitation de si haute renommée aux USA. Alors c'est pas le seul endroit que vous ayez visité qui était impressionnant. Vous êtes tombé sur l'une des plus grosses, peut-être même la plus grosse exploitation laitière aussi là-bas.
Oui, tout à fait. Oui, j'ai visité du côté de Chicago une exploitation laitière de 28 000 vaches laitières. Là, c'était pour le folklore, pour le coup, parce que vous n'êtes pas allé sur place pour y travailler, vous y êtes passé. D'ailleurs, vous n'avez pas pu réellement y pénétrer. Pas du tout. J'ai pas pu faire partie des 320 salariés qui travaillaient sur cette exploitation. 320, oui. 320, c'était vraiment impressionnant. Et j'y suis juste passé comme ça... en coup de vent, entre guillemets, on a traversé les stabulations et la salle de traite avec le bus, enfin l'un des bus qui appartenait à l'exploitation agricole là-bas. Oui. C'était impressionnant. Nous n'avons pas descendu du bus, seulement dans la salle de traite pour voir les vaches à travers des vitres. C'était quelque chose vraiment d'hallucinant. Oui, on est bien loin de votre Bresse et des poulets élevés en plein air, là. C'est un autre monde. Tout à fait, c'est complètement l'opposé. Mais d'un autre côté, moi je tiens à souligner que c'est une image de l'agriculture américaine, mais c'est pas la seule image. On a là-bas encore des petites exploitations, puisque l'exploitation où je travaillais, il y avait 150 chèvres sur 38 hectares, c'est vraiment tout petit, où on cherche à faire de la qualité, où on a pu animer des marchés de producteurs locaux, de producteurs fermiers. Et ça existe encore là-bas. Et moi, quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, je vais voir des gros tracteurs, je vais voir des grosses exploitations. Et quand on arrive sur 38 hectares et que le plus gros des tracteurs, il est tout petit, on se dit, c'est pas l'Amérique. Et pourtant, ça l'était bien. Mais c'est une autre facette qu'on ne connaît pas trop, nous, ici en France. Et quand on arrive là-bas, on est bien surpris. Joseph, vous savez que dans Rendez-vous des grandes personnes, on écoute un titre qui est cher à l'invité. Je vous ai demandé de choisir, vous m'avez dit sans hésiter Deep Purple, il y a quelques heures, Child in Time, c'est bien, c'est un disque long de 10 minutes, et puis finalement, en arrivant, vous avez dit non, on va faire travailler plutôt le local, tiens. Moi j'aime bien les groupes locaux, en plus bon, vous gratouillez un peu, vous aimez bien la musique, et vous avez choisi plutôt Semtazone, c'est des copains à vous ? Non, pas du tout. J'ai eu l'occasion de les découvrir en concert sur Lyon, dans un festival à Lyon, et j'ai vraiment apprécié, puisque c'est vraiment des grands musiciens et qui ont beaucoup de créativité, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc c'est vrai, sur le chemin, en arrivant ici, j'ai dit on va quand même mettre une petite couleur locale à la radio. Voilà, alors c'est le groupe Semtazone, un extrait d'un concert enregistré il y a quelques nuits, aux Nuits d'Alésia. Sur les toits de Belleville, sous la lune qui roupille, on entend la complainte d'un matou qui se peinte. C'est Sam le chat noir qui miaule au désespoir, lui qui ne peut confier à d'autres félidés un amour si grisant, oui léger comme le vent, mais tellement inconvenant, car Sam toutes les nuits est amoureux transi, amoureux d'une souris qui s'appelle Lali. Aux yeux du tirateur, lui qui se fait à tout pour qu'elle sorte de son trou, il fait le turlupin, il marche sur les mains, il se roule par terre en hurlant du prévert, lui chante des chansons en jouant du clairon. Mais bientôt tout le quartier qui s'en trouve réveillé va soigner sa déprime à grands coups de chevrotine. De tous les chats Sam est la risée, il s'enfuit, il voudrait crever. Il court à perdre haleine, mais toujours poursuivi par ce vieux porcelaine. Dans sa course effrénée, il voudrait oublier cette folle et vaine histoire qui lui vaut tant de déboires. Doit-il maudire l'amour, Cupidon et ses gourdes, tous les esprits étroits qui croient régir les mois? Comme il est éreinté de questions affubées, il s'arrêterait d'une tranche d'où viennent des sons étranges. Du toit sous ses yeux effarés, c'est le bal des souris, ça m'en reste bouche bée. Et comme il voit la belle, le matou enivré se sent pousser des ailes. Et les ailes de l'amour lui sont pas grand secours quand le matou maladroit passe à travers le toit.
La souris sur le gâteau, déballe des souriceaux qui s'enfuient à tout va à la vue du gros chat. Mais 2 ou 3 souris, tout aussi saoules que lui, ne traitent d'attention qu'à l'heure de mi-piquant. Sam se relève péniblement, il titubile, vacille sous ses pattes, tout fout le camp. Il marche dans de travers, les souris croient qu'il dansait sans chaîne de leur verre. Le lali de son trou reconnaît le matou qui faisait l'imbécile sur les toits de Belleville. Délestée de sa peur, elle s'avance en douceur et l'invite à danser un tango endiablé. Il n'y a plus de chat, il n'y a plus de souris, mais 2 amants sans âge et sans a priori. C'est la complainte de Sam Tazone sur France Bleu Vaucluse. Généralement, c'est le moment où ils se repassent les instruments. Hein. C'est ce que vous me disiez, Joseph Sachta, vous qui les avez vus sur scène de nombreuses fois. C'est le moment où ils jouent entre eux et où ils vous font bien rire. Exactement, c'est des musiciens qui savent jouer de tout et qui le jouent très bien. Et ça, c'est vraiment chouette à voir sur scène. Voilà, alors à part votre métier de volailler, on l'a dit tout à l'heure, il y a un petit peu de musique pour se détendre. Vous êtes aussi pas mal impliqué à Frontenard dans le milieu associatif, je crois. Voilà, je fais partie du comité des fêtes, je suis trésorier en l'occurrence, pour histoire de garder une petite vie au village et puis de faire bouger un petit peu le village, quoi. Puisqu'on est un tout petit village avec à peu près 200 âmes, et c'est vrai que on a la chance d'avoir cette association, et puis directement je me suis inscrit dedans pour la faire bouger, pour amener du sang neuf et faire bouger les gens du village pour qu'ils gardent une certaine cohérence dans le village. De l'intérieur alors, hein, c'est comme ça que vous fonctionnez, vous? On essaye, oui. Ouais. On essaye. Vous n'avez pas envie de quitter votre région, c'est votre région natale et vous vous y sentez bien, hein? Exactement. C'est facile, je terminerai là-dessus, c'est facile quand on a à peine 25 ans comme ça et qu'on est né dans la volaille, qu'il y a une exploitation familiale derrière, c'est facile d'imaginer une carrière autour d'une exploitation comme celle-là et c'est facile de reprendre les rênes tout simplement. Bien, tout dépend ce qu'on entend facile, mais d'un autre côté, l'imagination de la reprise de l'exploitation, elle est toute faite, puisque ça fait pratiquement 25 ans que je suis dessus. Donc, le jour où je reprendrai les rênes, entre guillemets, ça sera la 26e année ou la 27e année. Il n'y aura pas beaucoup de choses qui vont changer, sauf bien sûr des responsabilités en plus, et puis la gestion d'exploitation à avoir. Mais quoi qu'il en soit, on va garder les mêmes ficelles et puis aller toujours dans le même axe, toujours dans les mêmes productions, toujours dans la qualité, et puis cultiver notre image de marque. Et ça va être le plus important et en même temps le plus difficile à conserver. Conserver le travail des 25 ou 30 années qu'ont fait mes parents et garder cette ligne de mire et cet objectif et de l'atteindre. Ouais. C'est pour ça aussi que je demandais si c'était facile ou non, parce qu'il y a quand même un petit peu une pression derrière tout ça. Il y a 2 générations derrière vous, hein. Mais exactement, il y a du monde qui est passé avant moi, et puis j'espère qu'il y en aura après moi aussi. Et c'est vrai que il va falloir travailler dur et garder toujours cette optique de petite exploitation où on est soucieux de ce qu'on fait et on garde cette qualité et cette envie de le faire bien. Joseph Sachta, en tout cas, merci d'être passé cet après-midi. C'est la première fois que vous passiez dans la radio. Exactement. Ça s'est bien déroulé, vous reviendrez? Ma foi, à votre bon vouloir. Alors au plaisir, passez de bonnes fêtes. Merci de m'avoir invité et bonne fête à tous. Et à bientôt dans le rendez-vous des grandes personnes. Demain, le retour est programmé à 17h05.